Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer ensemble les étapes 5 et 6 du Tour de France qui ont laissé la part belle aux sprinters et on a vu de beaux duels de costauds. Étape 5, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Vulbas. On s'y attendait, il y avait très peu de place pour les échapper sur ces étapes-là. Et effectivement, à l'image de l'étape 3, 2 coureurs seulement ont tenté leur chance. Clément Russo pour Groupama et Matteo Vercher pour Total. Alors vous imaginez bien, 2 coureurs contre un peloton, ils n'avaient aucune chance. Ils ont été repris un peu après le sprint intermédiaire et le peloton a déroulé comme ça jusqu'à l'arrivée et l'approche du sprint. On peut donc résumer la course à 5-6 derniers kilomètres sur cette étape et à l'image de ce qu'on a pu voir lundi, il n'y a pas une équipe qui a su emmener le peloton proprement. Ça a été très nerveux, on a eu beaucoup de chance, il n'y a pas eu de chute massive, mais ça a énormément frotté pour bien se situer dans le peloton à l'amorce du dernier kilomètre. Ça a été un peu sauce qui peut pour chacun, le sprinter et leur poisson pilote. Généralement, c'était des pairs pour les équipes qui ont essayé de placer au mieux leur sprinter pour qu'ils puissent faire l'effort dans les 500 derniers mètres. Et à ce petit jeu-là, sur des numéros d'équilibristes, on a retrouvé ce qu'on attendait au départ de cette étape. Je vous ai fait un petit screen ici, aux 600 mètres, pour qu'on voit un petit peu les forces en présence. On voit Philipsen juste devant lui avec le maillot de champion du monde Mathieu Van Der Poel, qui vont essayer de reproduire ce qu'ils avaient fait l'an dernier. Sur ces petits screens, on va se concentrer sur Mark Cavendish qui va remporter l'étape. Mark Cavendish qui va suivre dans un premier temps Philipsen, qui va jusqu'à jouer des coudes, qui fait le ménage pour vraiment garder la roue de celui qu'il imagine être le plus puissant. Philipsen, c'est normal, c'est le favori de ces étapes. Et c'est donc très logique qu'on se soit retrouvé dans une situation où différents coureurs se battaient pour garder la roue de Philipsen. C'est Cavendish qui réussit à garder cette roue-là. Malgré tout, la porte se referme, Van Der Poel n'est pas assez fort pour amener Philipsen à l'avant du peloton. Cavendish voit un petit espace à gauche, se glisse, trouve le petit trou de souris qui lui permet de dépasser le coureur de Trek. Cavendish va aller mettre un petit coup de coude au coureur Cofidis à sa gauche. Il va très bien se replacer, il va regarder sur la gauche de la route, pour savoir s'il va pouvoir traverser la route et produire son effort. Ça y est, Cavendish a trouvé l'espace pour produire son effort. Il peut donc alors lancer les watts. On doit être à peu près à 70 km/h à ce moment-là. Philipsen va voir Cavendish s'envoler, va essayer de rattraper le coureur de l'île de Man. Mais ce sera trop tard et Cavendish va dérouler dans les 100 derniers mètres pour venir s'imposer devant Philipsen, Alexander Kristoff et Arnaud Dély. Et maintenant, pause. Cette image que je viens de vous montrer, à l'instant où Cavendish passe cette ligne blanche, Cavendish vient de remporter sa 35e victoire d'étape sur le Tour de France. C'est un moment historique. Cavendish était co-détenteur du record de victoire d'étape sur le Tour de France à égalité avec Eddy Merckx, le plus grand coureur cycliste de tous les temps. Et en passant cette ligne à Saint-Vulbas en premier, Cavendish bat et devient le recordman unique du nombre de victoires d'étape sur le Tour de France. À 39 ans, sur un Tour de France où le plateau des sprinters est tout simplement exceptionnel. On a rarement vu une telle densité sur les sprints cette année. Philipsen, Van Der Poel, Van Aert, Dély, Jacobsen, Bennett, Groenewegen, Biniam Girmay, Fernando Gaviria, j'en passe et les meilleurs. Et j'aimerais qu'on s'attarde sur cette performance du Britannique. Il y a quelques points qui m'ont fortement touché sur cette victoire. Premier point, Cavendish, sur les 2 premières étapes du Tour de France et également sur celle du Galibier, était en difficulté absolue. Il était le premier sprinter à être lâché et avec Jacobsen, c'était les 2 sprinters les plus souffrants. Et au vu de la galère du Britannique sur ces premières étapes, eh bien, on était venu à se demander s'il allait quand même jouer un rôle sur les sprints. 5e étape, boum. Deuxième point pour Mark Cavendish, c'est quand même un mec qui est un phénix éternel. Quelques dates très dures pour Cavendish. 2017, Peter Sagan l'angoisse dans les barrières et écourte son Tour de France. 2020, alors que Cavendish est inexistant chez Bahreïn. Après la course, Gant et Bellingham, dans une interview, il s'effondre en larmes et annonce potentiellement la fin de sa carrière. C'est Patrick Lefebvre et Quick-Step qui viennent le chercher. La suite, on la connaît. Il égale le record de victoire d'étape d'Eddy Merckx. Et enfin, 2023, l'an dernier peut-être le plus cruel, lorsque sur l'étape 8 du Tour de France, il tombe, se fracture la clavicule. Je vous montre ces quelques images, elles parlent d'elles-mêmes. On a enterré Cavendish tant de fois, et à chaque fois, ce mec est revenu et a prouvé qu'il était un monstre, tout simplement. Un monstre physique, un monstre mental. Ça, c'est mon 3e point. Cavendish gagne sur le Tour de France un sprint à 39 ans. Il y a 2 choses dont je voudrais parler ici. La capacité mentale de Cavendish. On le sait, les sprinteurs ne sont pas faits comme les autres coureurs. Il faut avoir une case en plus ou en moins, c'est selon, pour venir frotter comme ça, prendre des risques inconsidérés. Je dirais que si les sprinteurs mentalement ne sont pas faits du même bois que les autres coureurs, j'ajouterais que Cavendish n'est pas fait du même bois que les autres sprinteurs. Et physiquement, gagner un sprint à 39 ans, vu le plateau, c'est unique.
C'est unique. Je ne sais pas si on a déjà vu un sprinter remporter une étape de cette manière. Je laisse imaginer, généralement, les sprinters évoluent jusqu'à 30, 32, 33 ans et puis après, ils se recyclent dans autre chose. Mais dans le cas de Cavendish, qui n'a eu que sa pointe de vitesse dans toute sa carrière, eh ben, le mec a su se transformer physiquement pour continuer à briller au travers de sa pointe de vitesse. Quand il était plus jeune, Cavendish est quelqu'un qui avait beaucoup de vélocité. Et puis, on a vu une transformation lorsqu'il a rejoint la Quick Step de Lefebvre en 2021. Il a commencé à sprinter plus en force et ça a marché. C'est comme ça qu'il est devenu co-détenteur de ce record. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, avec Astana, il dépasse le record d'Eddy Merckx et devient l'unique détenteur du record du nombre de victoires d'étape sur le Tour de France. À ce niveau-là, Cavendish, jusqu'à présent, était considéré comme à minima un des meilleurs sprinteurs de tous les temps. Pour ma part, je vous avoue, j'ai un peu moins de culture sur le cyclisme du XXe siècle et il est évident pour moi que Cavendish, record ou pas, avec ce qu'il réalise aujourd'hui, c'est pour moi le meilleur sprinter de tous les temps. Je peux que féliciter la performance du sprinter de l'Île de Man. J'aimerais aussi féliciter Astana et Alexandre Vinokourov qui ont eu une confiance absolue en ce coureur. Il courait déjà chez Astana l'an dernier. Lorsqu'il est tombé sur cette fameuse étape et qu'il s'est fracturé la clavicule le soir même, Vinokourov a dit « J'aimerais que Cavendish continue encore une année. On va l'amener à ce record. » Quelle confiance de la part du Kazakh, de l'équipe Kazakh pour Mark Cavendish, qu'il le rend extrêmement bien, victoire d'étape et record. L'objectif est atteint. Cavendish l'a dit lui-même, ils ont voulu faire tapis, ils l'ont fait, ça a marché. Félicitations à Astana, à Cavendish, Alexandre Vinokourov. Hein. C'est insane. Ce qu'on a vécu hier, c'était absolument dingue. C'est unique. Je ne sais pas si Cavendish en gagnera d'autres, je ne sais pas si un jour ce record sera battu. Mais c'était un moment historique et merci pour ça, merci, bravo. Bah bravo, j'ai rien d'autre à dire que bravo, c'est légendaire ce qu'on a vu hier. C'était beau et on a vu que l'ensemble des cyclistes du peloton ont partagé cette joie avec le sprinter de l'Île de Man. Dernier point sur cette étape 5, bien sûr, Mats Pedersen est venu percuter violemment les barrières, vous l'avez vu je pense sur la photo où Cavendish lève les bras. Eh bien, je crois que c'est Phil Boos qui est venu un petit peu tasser Pedersen, qui est venu taper de plein fouet la barrière. Pas de fracture chez le Danois, mais bien sûr, je pense qu'il est très entamé. On verra ce que ça va donner dans les jours à venir. J'en faisais mon favori pour l'étape de samedi. Je pense que ça va être difficile. On va voir comment il va récupérer dans les jours à venir. On connaît Pedersen, une résilience absolue. Il faut qu'il continue à garder la confiance en lui. C'était un choc très violent. On a vu aussi une très belle cascade d'Axel Zinglet. Voilà, des images qu'on n'aime pas voir, mais quand j'ai vu Pedersen percuter la barrière à cette vitesse, on s'en sort bien parce que derrière, il y avait 50 bonhommes qui arrivaient plein pot quand même. Hein. Allez, c'est tout pour cette étape 5. On peut passer à l'étape 6 qui s'est déroulée aujourd'hui. Mâcon-Dijon, j'avais prévenu, attention au vent. Le vent était effectivement de côté, mais pas assez fort. Les Visma ont tenté un petit coup de bordure à 80-85 km de l'arrivée. Sans conséquence, on a quand même vu une équipe UAE un petit peu en difficulté. Seulement 3 coureurs, dont Pogacar, dans le groupe de tête lorsque Visma accélère. Attention UAE, hein, je sais que c'est plutôt des grimpeurs. C'est pas des mecs qui ont l'habitude de rouler, placer et tout, mais je pense qu'il faut se faire violence parce que Visma vous loupera pas si jamais le vent avait soufflé un peu plus fort aujourd'hui. L'addition aurait pu être très salé, en tout cas c'était très dangereux de la part de Visma. Mais il faut courir devant, il ne faut pas traîner derrière parce qu'il y a danger sur ce genre d'étape. Une étape qui restait quand même nerveuse, je le citais juste auparavant. Le vent a rendu les mouvements très dangereux, tout le monde était très méfiant. Les coureurs du général ont couru devant un maximum. Malgré le coup de force de Visma, eh bien, comme tous les favoris étaient devant, Visma s'est relevé assez vite. Ça a été un coup d'épée dans l'eau, mais c'est quand même intéressant de voir qu'à la première accélération, Pogacar ne pouvait compter que sur 2 équipiers. Il a eu très forte en montagne, mais sur le plat, attention, Visma est mieux armé, bien mieux qu'en montagne. Quelques chutes sont quand même à noter sur cette étape, sans gravité, mais quand même, hein, ça a noté la nervosité de cette étape. Et on peut donc passer sur le sprint de cette 6e étape, le moment fort de cette étape Mâcon-Dijon. C'est Ineos qui a été l'équipe la mieux en place, on la voit ici à 2 km de la ligne. 3 coureurs pour emmener Alexander Kristoff, le vétéran norvégien qui continue de briller sur les routes du Tour de France. On l'avait déjà vu bien placé hier. Une qui arrive à garder le cap jusqu'au kilomètre. Il faut quand même noter la performance physique des équipiers d'Alexander Kristoff qui ont su garder la course à leur contrôle pendant 2 km de borne. Ça, c'est très difficile à faire à ce niveau-là, donc bravo à eux. Peut-être aussi que les coureurs derrière ont été assez timides. On sait qu'il n'y a pas d'équipe
très forte sur la plaine. Et c'est donc encore une fois un sprint qui a été assez décousu, comme les deux premiers sprints qu'on a vus, étape 3 et étape 5 que je viens de vous décrire. On va avoir deux forces en présence, Uno-X qui va lancer à gauche de la route, Alpecin et Mathieu Van Der Poel à droite de la route. Ça va être un sprint de costaud, Mathieu Van Der Poel qui va avoir de meilleures jambes que la veille et qui va pouvoir lancer Philipsen à merveille. Les Uno-X vont craquer, ça va être un sprint de roi, un sprint de grosse cuisse. Vraiment là on a la crème de ce qu'on peut trouver dans le peloton international. Vous le voyez sur cette image, de gauche à droite vous avez Wout van Aert, Jasper Philipsen, Mathieu Van Der Poel au milieu de l'écran, le champion de Belgique Arnaud Delis et juste derrière le champion de Belgique Dylan Groenewegen. Ces coureurs vont s'ouvrir en un seul front. Ça va être un sprint très dur, très costaud jusqu'à la ligne. Et dans un duel Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen, c'est Groenewegen qui va l'emporter ici à droite de l'écran. Philipsen à gauche de l'écran qui regarde sur sa gauche et qui doit constater les dégâts. Dylan Groenewegen a été plus rapide que lui sur ce sprint. Je vous mets ici le classement de l'étape. Dylan Groenewegen qui l'emporte devant Jasper Philipsen. Alors attention, je viens d'avoir l'information, Philipsen a été déclassé pour sprint irrégulier. Je ne l'avais pas vu sur le direct, mais il semblerait qu'il ait tassé Van Aert contre les barrières. Philipsen rétrograde donc en fin de classement. C'est donc Biniam Girmay qui prend la deuxième place, Gaviria 3e, Bauhaus 4e, Arnaud Delis 5e, Wout van Aert 6. Vous avez là les 6-7 acteurs majeurs de ce sprint-là. Franchement, vous citez ces noms-là, c'est dire le plateau de ce Tour de France dans les sprints. C'est vraiment très solide. Qu'on peut noter quand même si on fait quelques individualités. Van Aert n'a pas pu faire son sprint, du coup bloqué par Philipsen. Arnaud Delis a lancé 2 trop loin. Il était mal placé à l'image de Pedersen lundi. Il a dû faire un effort de trop avant. Ça lui a coûté dans ce final. Il s'est vraiment écrasé, assis sur la selle. Gaviria 4e qui continue à être placé, mais il est vraiment isolé chez Movistar. Je ne sais pas s'il aura l'occasion d'en claquer une d'ici la fin du Tour de France, mais vraiment, c'est un Gaviria à retrouver, ça fait plaisir. Cavendish, vainqueur la veille, n'a pas pu sprinter aujourd'hui. Il était très mal placé au kilomètre. On le voit en 25e ou 30e position. Kilomètre, si vous n'êtes pas dans les 15 premiers, c'est foutu, c'est mort. On peut noter quand même qu'en 3 sprints, on a 3 vainqueurs différents. Dylan Groenewegen aujourd'hui, Mark Cavendish hier et Biniam Girmay lundi. C'est très indécis. Philipsen avait fait 2e hier, 2e aujourd'hui, certes déclassé. Philipsen tourne autour mais ne trouve pas la solution. Peut-être aussi parce que Van Der Poel est un peu plus court physiquement que l'année dernière. Mark Cavendish la veille pour marquer l'histoire. Aujourd'hui Groenewegen pour confirmer tout ce qu'on sait du néerlandais. C'est qu'il est absolument redoutable sur ce type d'étape. Côté échappé, on n'a pas vu grand chose. 2 hier, personne aujourd'hui. Côté favori, un peu de tension aujourd'hui, mais le vent, certes, il soufflait de côté, mais pas assez fort. Il faudra repasser les jours prochains pour voir des spectacles en cours d'étape. L'occasion pour moi de vous parler des 3 étapes à venir qui vont clôturer cette première semaine de course du Tour de France. Demain, chrono, Nuit Saint-Georges, Gevrey-Chambertin. 25 km, plat, une difficulté au milieu, 3 intermédiaires. Pour moi, il y a un favori clair qui va se dégager, c'est Remco Evenepoel, avec ce qu'il a montré mardi au Galibier. Il est très en forme et on le sait, Remco affectionne tout particulièrement les chronos. On l'a vu sur le Dauphiné, il a été redoutable. C'est le champion du monde du chrono. Je pense que ça ne fera pas de doute pour l'étape de demain. Il devrait prendre l'étape. Est-ce qu'il pourra prendre le jaune? Il doit être à une quarantaine de secondes de Tadej Pogacar. 25 km, ça va être compliqué pour moi de prendre 40 secondes à Tadej Pogacar. Vainqueur d'étape, oui. Maillot jaune, non. Mais il devrait reprendre du temps à Pogacar. On verra dans le duel Pogacar-Vingegaard qui reprend du temps à l'autre. J'ai tendance à penser sur la condition que Vingegaard est un petit peu derrière Pogacar. Mais on sait, Vingegaard affectionne particulièrement les chronos. On les verra, je pense, dans le top 5. Ça va être un chrono où, en vérité, on devrait retrouver les favoris du classement général. Roglic, Evenepoel, Pogacar, Vingegaard, Ayuso, tous roulent très bien en chrono. Almeida aussi, on peut le citer. Donc voilà, on retourne sur une bataille des favoris demain. Samedi, l'étape de Semur à Colombey, 183 km, une étape qui devrait sourire aux sprinteurs. Par contre, c'est pas une étape facile. On a des petites côtes pendant tout le parcours. Le final est compliqué, le dernier kilomètre est en légère montée. J'aurais eu tendance à vous dire que cette étape aurait été pour Mats Pedersen. Et vu qu'il est tombé hier et qu'il souffre de sa chute, on l'a vu aujourd'hui, je pense que ça va être compliqué pour lui samedi. En revanche, il y a un sprinter qui tourne autour depuis le début de ce Tour de France et qui sprinte très bien dans les faux plats. C'est Arnaud Delis, c'est le champion de Belgique. Je pense que l'étape de samedi est pour lui. Et dimanche, l'étape de 3 à 3. Alors là, ça va être l'étape... je m'attends à une étape spectaculaire. Ça va être une expérimentation sur ce Tour de France. Les Strade Bianche, les routes blanches, version française. Si vous ne connaissez pas la course italienne qui a lieu tous les ans début mars, eh bien, on va avoir une espèce de sosie sur ce Tour de France. C'est la première fois que les coureurs du Tour de France vont courir sur ces routes blanches. On ne sait pas ce que ça va donner.
Attention aux incidents mécaniques, attention à la crevaison, attention aux chutes, ça va être très nerveux toute la journée. Cette étape peut être un tournant pour les favoris du classement général. Si l'un d'eux venait à crever ou être en difficulté, on pourrait retrouver un schéma de ce qu'on a pu retrouver par le passé sur des étapes qui passaient par des pavés. J'espère bien sûr qu'il n'y aura pas de favoris éliminés sur chute ou crevaison, mais c'est le jeu. Malgré tout, c'est pas un parcours qui est très difficile. Difficile de vous dire comment on va tourner cette étape de dimanche. Moi, je la trouve très intéressante. Je pense que beaucoup de leaders la craignent et on verra de quel côté la balance va tourner. Est-ce que des favoris vont perdre du temps? Est-ce que les sprinters sauront passer entre les gouttes et se disputer un sprint à l'arrivée? Et puis s'il y a sprint, pour qui? On l'a vu, il n'y a pas de hiérarchie sur ce tour. Malgré tout, je pense que Jasper Philipsen a de très bonnes jambes et tourne autour. Ça pourrait être la bonne pour lui, surtout que Van Der Poel va apprécier ce genre de parcours. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous retrouve dimanche pour faire le débrief de ces étapes 7, 8 et 9. J'aurai pas le plaisir malheureusement de vous retrouver avant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous retrouve dimanche. Ciao, salut!